Salut Sophie Salut Florian. et bonjour à tous, bonjour à toutes. Et habituellement, on commence chaque épisode du Courrier de la Sterne par la petite musique que vous connaissez tous et par une petite blague qui fait rire Sophie. Mais aujourd'hui, on a Mhm. décidé de démarrer l'épisode un petit peu particulier parce qu'on va parler d'un oiseau qui a disparu. Ça fait la une et on va revenir évidemment sur cette disparition. Mais pour démarrer cet épisode, on a décidé non pas, comme on l'a dit, de procéder comme à l'habitude, mais de vous diffuser la voix de l'oiseau que vous ne verrez sans doute plus jamais. Comment ça va Sophie? Bah du coup on a un peu plombé l'ambiance. Oui, malheureusement, on a un peu plombé l'ambiance et c'est pas malheureusement prêt de s'arrêter. Parce que de mon côté, Ouais. comme je l'ai dit, je vais parler de cette disparition qui, pour une fois, il faut bien le reconnaître, a fait la une de tous les journaux, les sites d'information, ce qui est assez Mm. rare quand même si c'est évidemment pour une nouvelle extrêmement triste. Mais pour le coup, on ne pourra pas dire que cette fois-ci, cette news est passée inaperçue, ce qui fait plaisir d'une certaine manière que l'on puisse mettre au centre de l'actualité bien la disparition de cet oiseau. Mais on y reviendra. Mais sinon, comment tu vas, Sophie? Chaudement, on a une vague de chaleur ici avec des orages, et d'ailleurs des orages électriques, donc il n'y a pas d'eau qui tombe du tout. Hmm. Et c'est assez désagréable, donc là il fait chaud et humide pour nous. Enfin humide, on est un petit peu trempé. Et bah nous, du coup, il fait 19 degrés aujourd'hui et il y a 3 jours, il y a eu de la neige. Voilà, pour te donner une petite idée de nos conditions Ouh, climatiques. Donc voilà, ouh. c'est... Ah ouais non c'est pas mal en ce moment, hein, Ah, c'est c'est l'opposé, ouf. c'est l'opposé. Ouais, Avant de parler de la disparition du courlis, mais tu as aussi un sujet sur les vautours, c'est ça? Oui, alors ça, ce sera mon sujet principal, voilà. Moi, j'ai envie de partir sur quelque chose d'un peu plus... Alors, je dirais pas que c'est plus joyeux, enfin, on en parlera tout à l'heure, Mhm. mais voilà, c'était pour changer un petit peu. Alors avant de parler de tout ça, on va faire la rétro habituellement. Sophie, tu as quelques news. Moi, je te propose que Ouais, l'on garde mon sujet pour justement ta partie parce que ça va parler de vautours. On parlera, pour donner une petite idée aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et qui, s'ils sont intéressés, retrouveront cette partie en fin d'émission, on va mhm. s'intéresser aux autorisations qui ont été données dans l'Aveyron de tirer à blanc sur les vautours. Ça se passera aux alentours de mars 2025. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail. Sophie, de ton côté, tes news? Eh bien, de mon côté, vous n'êtes pas sans savoir que Thanksgiving, c'est là, maintenant. Enfin, j'imagine que c'est passé pour vous maintenant, mais Ce sera plus allez, au proche de moment où on Noël publie que de cet épisode, Thanksgiving. exactement, mais du coup un petit spécial Thanksgiving, une publication dans Nature cette semaine sur les tibias des oiseaux et notamment sur la fibula, vous savez cet os qui est juste à côté du tibia qui est très 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 réduit chez les oiseaux. Et cette publication dans Nature nous explique tout simplement que sans cette fibula, la démarche des oiseaux serait bien différente. Et d'ailleurs, elle a pas mal réduit, ce qui permet à certains oiseaux d'avoir une démarche un peu particulière, notamment les pintades, les manchots, ça leur permet aussi de marcher de la manière dont ils marchent, Mhm. qui est un peu spécifique aussi, et du coup, tout ça, c'est grâce à cette réduction de la fibula. Alors, je n'ai pas pris en sujet principal cet article pour la simple et bonne raison que c'est un moyen d'enfoncer des portes ouvertes, en quelque sorte. Donc, cet article-là, je ne vous le conseille pas exactement, c'est juste pour vous rappeler un petit peu C'est que rare ça, qu'on ne ça conseille existe pas chez des les oiseaux. articles quand même. Non, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur ce sujet-là, il y a d'autres articles qui sont hautement plus intéressants, qui s'intéressent notamment à tout ce qui est embryologie et à comment se développe justement cette fibula chez les oiseaux et tous les changements qui peuvent se produire si cette fibula ne se développe pas exactement comme elle le devrait, avec notamment le tibia qui va changer, qui va peut-être se raccourcir ou bien se courber. Enfin bref, il y a plein de cas possibles et il y a des publications hautement plus intéressantes sur le sujet. Donc celle-là, je ne vous la conseille pas. Très bien, Voilà. Sophie. Quelle est ta seconde news? Alors nous avons des oiseaux qui sont stressés. Et notamment, il y a une petite étude qui est sortie ce novembre de l'université de Kronstadt
qui explique que le stress chez les oiseaux, c'est un peu comme chez les humains. Quand vous avez des gens stressés qui sont à côté de vous, vous allez être stressé aussi. Parce que c'est communicatif tout ça. Et en l'occurrence, chez les oiseaux, ils ont testé chez les fameux diamants mandarins que vous commencez à connaître maintenant. Et il semblerait que le stress se transmette aussi. D'accord, intéressant. Voilà. C'est pas surprenant, mais intéressant, non, effectivement. C'est pas surprenant. À découvrir. Et une dernière petite news, dernière, si tu veux bien. Là, on est parti sur de l'extinction d'oiseaux, du coup, ça rejoint un petit peu son sujet. Tu n'es pas sans savoir que en Australie, on a beaucoup d'espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire qui ne se répartissent que en Australie, qui ont leur aire de répartition uniquement là-bas. Et en l'occurrence, BirdLife Australia a justement mis en garde contre un nouveau site de lancement de fusée qui doit se faire en Australie, qui malheureusement va condamner des hectares et des hectares de forêts sur lesquels vivent notamment 2 espèces qui sont en voie de disparition dont l'aire de répartition est plus ou moins cet endroit-là. D'accord. Et c'est tout. Quelles sont ces espèces ? Donc, alors il y a la queue de gaz du sud, Stipithurus malacurus. J'aime bien son nom. Alors c'est très joli. Alors c'est très très joli, le mâle a notamment une gorge bleue absolument superbe, et la queue est très longue, très fine, c'est un petit passereau, évidemment, il est très très mignon, n'hésitez pas à trouver des petites images sur internet, je vous le conseille. Ce serait bien dommage si celui-là ne restait pas, et notamment c'est une de ces sous-espèces qui risque de disparaître à cause de ça. Et il y a une autre espèce dont j'ai pas trouvé de nom français, il y a qu'un nom anglais malheureusement, c'est pas très connu, c'est en danger d'extinction, alors c'est juste vulnérable pour l'instant, mais c'est déjà pas si mal. Ça s'appelle le Mallee Whipbird, alors Psophodes leucogaster, pour être exact, et c'est un oiseau terrestre qui habite notamment les habitats assez denses en Australie du Sud-Est. Alors si j'ai bien fait mes recherches, ça correspondrait pour le premier et pour le second, j'ai pas cherché, à l'astrile de queue de vinaigre, et il me fait un peu penser au rouge-queue. Oui. Est-ce que tu es d'accord, un petit Sophie ? peu. Un petit peu. Astride, avec une gorge bleue, queue de vinaigre, ou Astrilde, lavande. Astrilde. Je sais pas, nous ils disent queue de gaz du sud, mais alors après, peut-être... Eh ben merci beaucoup, ça dépend, merci peut-être. beaucoup Sophie Voilà. pour ces quelques petites news. On démarre donc par le courlis à bec grêle, qui est, comme vous le savez sans doute, vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter les informations dessus, peut-être de lire des papiers sur le sujet, pas forcément des papiers scientifiques, en tout cas on va parler du papier scientifique qui fait référence à cette disparition. Le courlis à bec grêle est donc le premier oiseau du paléarctique occidental à disparaître. C'est important parce que précédemment dans l'émission, on avait déjà parlé d'extinction d'oiseaux, on avait notamment parlé des États-Unis, on avait évoqué notamment le cas épineux du pic à bec ivoire, éteint, pas éteint, etc. Eh bien, pour l'Europe, c'était quelque chose qui était finalement assez peu expérimenté, si ce n'est pour le grand pingouin et pour une espèce Huîtrier. Voilà, merci beaucoup. Qui vivait donc dans des îles. Là, pour le coup, on a un oiseau qui a une aire de répartition qui était gigantesque, qui s'étendait de la Russie à l'Europe de l'Ouest, en passant par le Moyen-Orient jusqu'au Maroc. Donc vraiment une aire de répartition très importante. C'était un oiseau qui était extrêmement présent au 19e siècle. Et donc une étude réalisée par Graham Buchanan et son équipe en date du 17 novembre dernier, publiée dans International Journal of Avian Science, nous apprend que cet oiseau a 96% de chances d'avoir disparu. 96% de chances, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont fait des statistiques, ils ont pris notamment les différents relevés, je vais revenir sur quelques-uns d'ici quelques instants, qui ont été réalisés sur l'oiseau. Ils ont repris aussi tous les relevés qui avaient été réalisés par la liste rouge de l'IUCN et de manière statistique, ils ont établi un modèle qui leur permet d'établir une probabilité de la disparition de cet oiseau supérieure à 95%, donc autrement dit, on peut considérer l'espèce comme éteinte aujourd'hui, ce qui n'est pas encore le cas de la liste rouge, puisque l'espèce est considérée en danger critique d'extinction
En tout cas, c'est eux qu'ils l'estiment. Alors, on va parler du courlis à bec grêle. Le courlis, comme je l'ai dit, c'est un oiseau qui est très présent au 19e siècle, mais dont finalement on ne connaît pas spécialement grand-chose. Et on va dire que le principal ornithologue qui va avoir l'occasion de l'étudier, ce sera Valentin Ushakov. C'est un ornithologue russe. C'est un oiseau qu'il repère aux alentours des années 1900-1910. Et dès 1912, il va constater que l'espèce est en train de disparaître. Il va avoir l'occasion néanmoins d'observer cette espèce en 1924. Problématique, de 1914 à 1924, on n'a tout simplement aucun suivi de l'espèce qui a été réalisé. Pourquoi ? Parce qu'on tombe en plein milieu de la Première Guerre mondiale et on tombe aussi en plein milieu de la Révolution russe, et notamment d'Octobre Rouge en 1917 et de toutes les conséquences politiques que ça va avoir. Donc on n'a absolument aucune trace du suivi. On a un énorme trou entre aux alentours de 1914 et donc 1924, où Valentine va pouvoir à nouveau observer cet oiseau dans sa ville natale de Tara. On est dans le sud-ouest de la Sibérie, près de l'Oural, et c'est un oiseau finalement où il va réussir à retrouver des nids. Il va suivre ces oiseaux, il va trouver 14 nids, tous contenant des œufs, et ce sera la dernière personne à voir la nidification de cet oiseau. La dernière personne à voir la nidification du courlis à bec grêle. Les œufs, il y en a quelques-uns qui sont conservés dans différents musées. Il y en a notamment un qui est conservé au musée de Manchester. On est donc sur un œuf qui a été collecté par ce même Valentin Ushakov en 1909. Et donc, comme je l'ai dit, aux alentours de 1920, plus vraiment de traces de la reproduction de l'oiseau. En 1940, de plus en plus d'ornithologues commencent à émettre l'hypothèse de sa disparition, et c'est vraiment à partir de 1980 qu'on va considérer l'espèce comme quasi menacée. Néanmoins, on a quelques observations qui sont faites. Par exemple, en France, Michel Brosselin, ancien secrétaire général de la Ligue de protection des oiseaux, va observer en Vendée, à Aiguillon plus précisément, le 15 février 1968, l'animal. Et la dernière mention qui a été réalisée, c'est en 1995. C'est Chris Gomersal qui va réussir à prendre en photo au Maroc, à Merja Zerga, pour être plus précis, la dernière identification, la dernière photo connue du courlis à bec grêle. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2014, il y a un ensemble de scientifiques qui se sont réunis pour réaliser une étude sur comment reconnaître le courlis à bec grêle. Parce qu'il s'est avéré que beaucoup d'identifications de courlis à bec grêle ont été en réalité faussées, puisque cet oiseau a souvent été confondu avec un autre courlis, qui est notamment le courlis cendré. Voilà. Donc du coup, en 2014, ces gens, donc Corsa et son équipe, ont repris l'intégralité de tous les paramètres d'identification de l'oiseau, que ce soit les plumes, que ce soit la queue, que ce soit la mue, que ce soit la forme du bec, ou ce genre de choses-là, et ont établi donc toutes les informations nécessaires pour identifier précisément le courlis à bec grêle. Dans les années 90, c'est d'ailleurs grâce à cette personne qu'on vous a diffusé le chant au tout début de l'épisode, ou en tout cas la voix de l'oiseau en tout début de cet épisode, c'est Adam Grayton qui va avoir l'occasion de commencer un programme de conservation sur le courlis à bec grêle. On a d'ailleurs un ouvrage de 145 pages qui date de 1991 parlant justement de cet état de conservation, qui aujourd'hui se vend une fortune sur eBay, Sophie. J'ai été choqué quand j'ai vu ça. Et à partir de 1995, un plan d'action va être mis en place. Sauf que ce plan d'action, on suppose qu'il a tout simplement été inutile, puisque dans l'étude, les scientifiques reviennent sur le fait que l'oiseau aurait sans doute disparu aux alentours des années 95. Voilà. Alors pourquoi cet oiseau a disparu ? On ne sait pas trop. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été, proposées.
des hypothèses, on va dire, très classiques, hein, comme par exemple la réduction de son habitat. C'est sans doute ce qui s'est passé pour l'oiseau qui était présent justement en Russie et au Kazakhstan, parce qu'il y a eu énormément de modifications de son habitat à ce moment-là, à l'endroit où visiblement il nichait. Donc il y a eu visiblement un rôle assez important. On parle aussi de la chasse, et notamment de la chasse non sélective, mais c'est un impact qui reste assez opaque, comme il le précise dans l'étude, et c'est le terme qu'ils utilisent dans l'étude, puisque Gretton considérait que la chasse était une pression mineure sur l'espèce, mais ce même Gretton avait considéré en 1991 que la chasse sur les sites de reproduction pouvait être très problématique. Donc voilà, on reste quand même sur de l'hypothèse, mais sur de l'hypothèse, on va dire, plus ou moins logique et crédible. Et c'est donc d'une certaine manière un cri d'alarme pour l'intégralité des scientifiques, pour l'intégralité des naturalistes, des ornithologues, afin d'éviter que d'autres espèces finissent par elles aussi disparaître. On sait que les courlis sont très mal embarqués parce que il y a 9 espèces de courlis et sur les 9 espèces, 5 sont en danger d'extinction, ce qui est extrêmement problématique. Extrêmement problématique aussi le fait que l'oiseau soit encore chassé. Le courlis cendré est un oiseau qui était chassé jusqu'en 2020, puisque la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a réussi à faire suspendre cette chasse qui est, on va dire, repoussée d'année en année. En tout cas, elle n'est plus autorisée jusqu'en juillet 2025. On verra ce qui se passera au-delà de 2025. Après, c'est pas non plus la première espèce d'oiseau qui disparaît. Hein. Totalement. On a beaucoup d'espèces qui ont disparu au fil des ans et qui n'ont pas eu le même retentissement que celle-là, malheureusement. Totalement, tu as raison Sophie, mais c'est une espèce qui est, comme je l'ai dit, avec une aire de répartition extrêmement vaste, et cela a sans doute joué justement dans l'évaluation de la disparition de cet oiseau, et du fait qu'on en parle aujourd'hui énormément, mais je suis d'accord avec toi, d'autres espèces d'oiseaux ont disparu, parfois à l'échelle continentale. On parle notamment de la pigrièche à poitrine rose en 2015, quand bien même il reste quelques individus qui peuvent traîner par-ci par-là dans le sud de la France, qui avaient justement provoqué la même, on va dire, émotion. Mais oui, on reste encore sur quelque chose, on va dire, d'anecdotique d'une certaine manière. Bref, oui, mais après, quand on a juste quelques individus qui restent, c'est comme si l'espèce était éteinte. Dans ces cas-là, on va dire c'est éteint dans la nature, enfin, ou alors... Éteint à la vie sauvage, oui. Extinct, oui. Ouais, absolument, ouais. Voilà. Mais en plus, ça fait c'est un problème aussi, parce que quand vous avez seulement uniquement quelques individus, vous pouvez vous dire, non mais c'est pas grave, on va trouver un mâle et une femelle, on va les faire se reproduire, et puis voilà. En fait, non, parce que dans ces cas-là, vous allez créer ce qui s'appelle un bottleneck, c'est-à-dire que c'est à partir de ces deux oiseaux qui vont se reproduire, vous allez avoir des descendants, mais des descendants qui vont finir par être tellement consanguins parce qu'ils vont être obligés de se reproduire entre eux, que derrière vous allez développer des tas de maladies génétiques qui du coup vont faire en sorte que l'espèce finira de toute façon par s'éteindre. Donc c'est pas une solution non plus, et voilà, c'est... Donc ces oiseaux-là et ces espèces-là, même si vous vous dites oui, il en reste encore quelques-uns, on peut peut-être penser que ça va repartir. Non, généralement non. Dans ces cas-là, il y a un minimum de population et on s'arrêtera là, et puis c'est tout, c'est fini. Je poursuis sur le courlis en disant que une autre espèce, qui est le courlis esquimau, est une espèce qui n'a plus été vue depuis 1987. Donc on a possiblement une deuxième espèce américaine cette fois-ci, qui, elle, a aussi disparu. Comme je vous l'ai dit, les courlis, ça fait partie de la famille d'oiseaux, du groupe d'oiseaux les plus menacés par l'extinction, puisque je crois que, après tu as 9 espèces dans cette famille, donc forcément les probabilités augmentent, mais on est à 65% d'espèces en voie d'extinction. C'est triste. Mais je vais terminer par une information chouette, parce que dans les recherches que j'ai faites, ou plutôt dans les discussions que j'ai eues avec plein de gens, plein d'ornithologues, ça a été un festival et c'était super sympa de discuter avec eux. Il est ressorti une
List of Lost Birds de 2024 qui répertorie les oiseaux qui ont été retrouvés. Et donc, on avait parlé du bagadet d'Albert, Sophie, dans un précédent épisode, qui fait partie justement de ces oiseaux qui ont été retrouvés. On a aussi l'Otydipaps noble, que tu connais parce que c'est une vidéo où 2 ornithologues regardent une caméra, voient l'oiseau pour la première fois et sont extatiques de voir l'oiseau qu'ils ont découvert. 126 ans d'écart entre la dernière observation et la nouvelle qui a été réalisée. Mais le crédit est à mettre au Titi à queue blanche, puisque Bradley Davis, en septembre 2022, a réussi à photographier l'oiseau 193 ans après qu'on ait perdu son signalement. Quasiment 200 ans après le dernier, c'est incroyable. C'est incroyable, hein, incroyable. Alors, en réalité, c'est pas vraiment 200 ans parce qu'en 2006, on avait déjà observé, mais la première photographie, elle date de septembre 2022 et ça fait donc 193 ans que cet oiseau, maintenant 195 puisqu'on est en 2024, que cet oiseau, eh bien, avait été vu pour la dernière fois. Sachez que d'ailleurs, et ça c'est cool, la publication est entièrement gratuite, donc vous pouvez aller la consulter à loisir. Donc voilà, vous avez, si vous voulez, le détail de tout ce qui a été réalisé, parce qu'il y a évidemment plein de choses que l'on nommait dans nos petits résumés, n'hésitez pas à aller voir l'étude. Sophie, on parle de vautours désormais. La dernière fois que tu m'as parlé de vautours, ils avaient des copains. C'était pas mal. Hein. Alors, est-ce que ce soir, ou lorsque les gens vont pouvoir écouter l'épisode, on va faire encore mieux que cette anecdote? Je sais pas si on va faire mieux, mais est-ce que t'as déjà entendu parler de vautours qui ont des détecteurs en quelque sorte. Des détecteurs. Et avec lesquels les scientifiques ont utilisé de l'intelligence artificielle. J'ai lu ça. Je n'en ai pas parlé. J'ai lu ça. Je me suis pas renseigné sur le sujet. Mais c'est quoi cette histoire? Mais il faut que tu te renseignes quand on parle de vautours, parce que la dernière fois c'était pareil, t'as pas lu l'article et tu es passé à côté d'un truc. C'est vrai. Mais bon, là c'est difficile quand même de passer à côté de la disparition du courlis. C'est vrai. D'autant. Quand tu m'as dit que t'allais en parler, je me suis dit que du coup je te laisserai le sujet, donc j'ai essayé de trouver autre chose qui allait être aussi bien, tu vois, si intéressant, aussi prenant, aussi. Donc on utilise de l'intelligence artificielle et des vautours. Oui, comment ça? Mais alors pour faire quoi? Alors pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux-là? Est-ce que t'as une petite idée? Peut-être du repérage de sites, peut-être de sites de nidification ou de territoire. Non. Non. C'est une application bien directe, bien directe. C'est quelque chose dont on a besoin en ce moment, en plus. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Alors, pas toi spécialement. D'accord. Mais en général, mettons. Et là, pour te donner un petit indice, on va parler du vautour africain. Donc, on est sur le continent africain. Whiteback vulture, pour ceux qui connaissent, avec un joli dos blanc, du coup. Et donc, de quoi est-ce qu'on a besoin avec les vautours en Afrique? On a besoin de nettoyer les carcasses, je suppose. Peut-être repérer... Je le font naturellement, ça, déjà. Ouais, mais peut-être en repérer certaines, je ne sais pas. T'es pas loin. Repérer des animaux vivants. Non. Ce qui serait quand même incroyable. Après, si... ouais, enfin... Quand on regarde d'une certaine manière, on peut parler du repérage d'animaux vivants, effectivement. Bon, alors attends. Des humains, on va y aller, du coup. Des humains. Bah oui.
Effectivement, on va repérer de l'humain. Ok. Vas-y, dis-moi en plus. Quelle intro. Alors, nous avons une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps, le 18 novembre 2024, dans le Journal of Applied Ecology, qui est en open access, donc n'hésitez pas à aller voir, on vous mettra les liens, ça c'est quand même top. Et qui est partie sur des scientifiques qui ont couplé leurs recherches avec des vautours et la position GPS de ces vautours pour arriver à traquer les braconniers. Alors comment ça marche tout ça ? Trop bien. Ouais, alors c'est pas le vautour lui-même qui se dit « Hey, un braconnier, j'y vais !» Ah, ce serait bien, hein. Ah, ce serait bien, mais non, on n'a pas dressé des vautours comme ça. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on se rend compte très très rapidement, lorsqu'on est ranger en Afrique, que les premiers sur le site, après que les braconniers aient tué une bestiole, que ce soit un éléphant, un rhino ou n'importe quoi, vu qu'ils vont laisser la majeure partie de la carcasse derrière, hein, ils prennent qu'une partie, et ben la carcasse entière est repérée très 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 rapidement par les nettoyeurs de la savane, qui sont en l'occurrence les vautours, qui voient tout depuis le ciel, et qui vont se rassembler très très vite sur la carcasse en question, parfois juste quelques minutes après que les braconniers aient tiré dessus. Ce qui fait qu'en fait, depuis quelque temps, les gens qui sont en train de combattre les braconniers, donc généralement c'est des unités d'intervention qui viennent, souvent des unités d'ailleurs avec des chiens, enfin bref c'est un peu particulier, c'est des unités armées cynophiles, donc c'est vraiment un peu comme l'armée, mais un peu comme des mercenaires si vous voulez, qui vont utiliser donc toutes les capacités à leur disposition, et depuis quelque temps ils utilisent notamment les vautours, parce que quand ils voient des vautours se diriger soudainement vers un site en grand nombre, et ben ils savent que là-bas il y a une grosse carcasse, et que c'est possiblement l'œuvre d'un braconnier. Sauf que le problème, c'est que dans ces cas-là, le temps que eux ils arrivent sur le site, qu'ils arrivent à trouver plus ou moins l'endroit où les vautours vont se mettre, parce que bon, on les voit de loin, on les voit en l'air, enfin on sait pas exactement où est-ce qu'ils sont sur le site précisément. Donc le temps d'arriver à faire tout ça, les braconniers généralement ils sont partis. Et c'est un petit peu compliqué après de les retrouver à la trace. Donc, ce que les scientifiques ont fait cette fois-là, ils ont fait un partenariat avec un zoo dans lequel il y avait 2 whiteback vultures, donc vautours africains en captivité, et ils ont aussi fait un partenariat avec des endroits en Afrique qui s'occupaient de vautours et qui notamment prenaient des vautours blessés et qui leur lâchaient ensuite dans la nature une fois qu'ils allaient un petit peu mieux, donc des centres de sauvegarde de la vie sauvage. Et ils ont installé sur le dos de ces vautours des petits boîtiers GPS, comme on en installe régulièrement pour suivre des animaux, notamment lors des migrations. Sauf que là, le but, c'est pas de suivre les animaux lors des migrations, c'est de les suivre dans leurs mouvements habituels en Afrique. Et ces boîtiers GPS ont été connectés à une intelligence artificielle qui a essayé d'apprendre, à partir des 2 vautours qui étaient restés en captivité dans des grandes zones où ils pouvaient voler d'ailleurs, qui a essayé d'apprendre quels étaient les déplacements habituels d'un vautour lorsqu'il était juste en train de planer, lorsqu'il était en train de se reposer sur une branche, mettons, sur le sol, ou alors lorsqu'il était en train de manger, enfin bref, les trucs habituels des mouvements d'un vautour normal, essayer de les comparer et d'arriver à trouver le moyen de reconnaître, juste grâce au déplacement, le moment où le vautour a repéré une carcasse et descend sur la carcasse en question. On essaie de manger avec ses copains autour aussi. Okay. Et donc grâce à l'intelligence artificielle, ils ont réussi quand même à trouver ce moment-là juste avec la position GPS des vautours, et ils ont appliqué ça à leur groupe de vautours qui ont été relâchés, il y en a à peu près 25 il me semble, qui ont été relâchés donc dans la nature en Afrique, et grâce à ça, ils ont réussi à finalement trouver des carcasses qui avaient été laissées par les braconniers très 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 rapidement après que les braconniers les aient tués. Et donc, ça a permis quelques arrestations, mais ça va surtout permettre à l'avenir, en fait, d'utiliser ces données pour arriver encore plus facilement à retrouver ces gens et à essayer de mettre un terme à ces braconnages d'éléphants, de rhinocéros, en bref, de tout ce que de tout ce à quoi vous pouvez penser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Donc, c'est assez incroyable, parce que là, on arrive à utiliser
une espèce qui de base a un travail particulier, donc celui de nettoyer les carcasses dans la nature, on l'utilise pour finalement arriver à combattre autre chose qui ne devrait pas se trouver là, mais qui est le fait de l'humain en l'occurrence. Sauf que le problème, c'est que les braconniers, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont compris qu'il y avait des gens qui se basaient sur les vautours pour arriver à les retrouver. Hélas. Partie de poker menteur, bien sûr. Exactement, une action, une réaction, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, et c'était malheureusement un des trucs qui s'est passé en 2019, il y a eu notamment un cas très important, et puis un deuxième un petit peu plus tard, j'avais parlé de ça sur Twitter à l'époque. Les braconniers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à empoisonner les carcasses des animaux qu'ils ont laissés sur les sites. Et ils les ont empoisonnés avec des choses suffisamment fortes pour tuer des vautours. Et pour tuer un vautour, je peux vous assurer qu'il faut quand même faut y aller. Hein. Okay. Donc ils ont tué, grâce à ça, des centaines et des centaines de vautours, pas juste 2 ou 3. Hein. C'est parce que lorsque vous avez une grosse carcasse d'éléphant, par exemple, vous avez quand même un sacré paquet de vautours qui viennent dessus, et c'est normal. Et donc avec juste, il me semble qu'il y avait 3 carcasses d'éléphants, ils ont réussi à tuer à peu près 500 vautours. Waouh. C'était un cas qui s'était passé en 2019 à l'époque, et ça a été absolument dévastateur pour tous les programmes de conservation de ces vautours. Pourquoi ? Parce que le vautour africain, actuellement, c'est un vautour en danger critique d'extinction. C'est pas juste un vautour qu'on va pouvoir aller voir assez facilement. Alors certes, c'est le vautour le plus commun sur le continent africain, mais il a perdu 90% de ses effectifs lors de ces 3 dernières générations. Et c'est pas mal quand même, 90%. Oh. Et oui, donc quand vous rajoutez en plus les problèmes comme ça dus aux braconniers qui ont décidé que pour pas se faire repérer, il fallait qu'ils tuent les vautours, vous arrivez sur une espèce qui n'a plus beaucoup de chances de survie au final. Donc voilà. Ah la vache. Et oui, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, on parle des espèces qui s'éteignent et c'est pas très drôle. Et puis moi, je vais pas... tu as pas arrangé les choses. Non, parce que, comme je l'ai dit, je devais en parler dans la rétro Piu Piu, mais je me suis dit que ce serait un bon sujet, un bon complément pour les vautours, puisque moi, je vais parler des vautours fauves, pour le coup, avec le préfet de l'Aveyron qui a autorisé un arrêté en date du 12 novembre, permettant de tirer à blanc sur des vautours fauves dans 102 communes du département de l'Aveyron donc. Concrètement, ça consiste en quoi ? C'est surtout des tirs d'effarouchage. Voilà. Mais ce sont des tirs d'effarouchage qui ont lieu du 1er mars au 15 novembre. Donc déjà, c'est une période qui est extrêmement longue. Mais tu sais aussi bien que moi, Sophie, qu'on est aussi dans la période de reproduction de l'oiseau et aussi dans sa période de nidification. Donc, force est de constater que beaucoup de gens sont vent debout contre cette autorisation. Évidemment, les associations de défense de la nature. Je voulais revenir un petit peu sur cet article qu'on vous diffusera dans la description, que vous pouvez retrouver à lire sur le site 20 minutes, qui parle justement de ces oiseaux qui étaient considérés comme des grands messies aux alentours des années 80, lorsque on a commencé justement leur réintroduction. Et visiblement, depuis quelques temps, depuis 5 ou 10 ans, des vautours se mettraient de plus en plus à attaquer le bétail. Et je vais prendre les mots de Samuel Mémard, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça et je m'en excuse, qui est co-secrétaire général de la FDSEA, qui dit grosso modo, donc c'est un représentant syndical bien sûr, qui dit que les vautours sont devenus agressifs et qu'il y a les vautours qui sont déviants, le terme utilisé déviant dans le coin, qui s'attaquent donc aux différents animaux qui passent avec des chevreuils, des sangliers, des vaches, comme c'est relaté dans tout ça. Sophie, comment on peut expliquer justement ces attaques de vautours ? Des vautours déviants, c'est quand même curieux. C'est vrai qu'il y a eu une grosse polémique, ça a déjà commencé en 90, il me semble, c'était même pas en France, il me semble, c'était dans un des pays voisins, où on avait des problèmes, et il y a eu beaucoup de témoignages d'attaques de bétail par des vautours. Je crois que c'était l'Espagne, il me semble.
Et on se demande en fait si c'est pas lié à la fermeture de certains charniers. Il y avait même des charniers illégaux qui avaient certaines fois été mis en place par des gens qui avaient juste envie de se débarrasser de leur carcasse et qui voulaient pas spécialement payer les carisseurs ou quoi que ce soit pour s'en débarrasser, donc ils les mettaient à certains endroits et les vautours les trouvaient très facilement. Sauf que quand il n'y a plus ces charniers, les vautours, il faut qu'ils mangent quand même, et de temps en temps, oui, s'ils ont faim, ils vont peut-être s'attaquer à quelque chose. C'est rare, mais ça peut fonctionner. Par contre, faut quand même mettre ça au point très clair, le vautour, normalement, c'est pas un prédateur. Hein. Enfin, c'est pas un prédateur. Dans un certain sens, si, vu que ça mange de la viande, mais ça va pas attaquer sa viande tout seul. Hein. C'est quelque chose qui, normalement, mange des carcasses qui sont déjà mortes. C'est juste que, bon, quand il n'y a plus rien à manger, voilà. Ils essaient de trouver autre chose, ça peut arriver. Est-ce qu'ils peuvent s'attaquer à des animaux blessés pas décédés, je parle blessés. Ah oui? Ouais. Oui, ça peut. Mais c'est rare, hein, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement. Et puis en France, ce qu'on a aussi, c'est que on a des endroits où il y a justement des charniers qui sont mis en place exprès pour les populations de vautours. On en a notamment dans l'Aveyron, il y en a quelques endroits, je connais bien l'Aveyron, et il y a des endroits exclusivement faits pour ça. Souvent, c'est des endroits qui sont pas connus d'ailleurs, parce qu'on essaie de pas forcément avoir du public sur place, et c'est normal, pour laisser les oiseaux un petit peu tranquilles. Mais il y a des charniers en France qui sont ouverts pour que les vautours puissent se nourrir, tout simplement. Le problème aussi, c'est qu'on a un petit souci, un petit souci. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis maintenant très très longtemps. Les carcasses ne sont plus laissées à l'air libre. Et c'est une question de santé publique, tout simplement. C'est normal, on va pas laisser les vaches comme ça se décomposer dans les champs. Voilà, on appelle les carisseurs et puis c'est tout. Et du coup, les vautours, ils ont pas grand-chose pour se nourrir. Les grands animaux, c'est pareil, on les laisse pas dans les forêts se décomposer. Généralement, on enlève les carcasses. Du coup, si on propose pas des charniers à ces animaux-là, ils ont pas grand-chose pour se nourrir tout seuls. Donc c'est aussi un problème en fait de la réintroduction de ce genre d'espèces, c'est que ils vont peut-être pouvoir se nourrir sur des petites carcasses qu'ils vont trouver à droite et à gauche, un blaireau, un truc comme ça, ça arrive, hein, ils vont les manger, mais c'est des tout petits trucs, ça nourrit pas son vautour, ça, c'est pas énorme. C'est sûr que ça va être compliqué de nourrir le vautour avec ça, mais... Voilà, donc bon, c'est compliqué pour ces animaux-là, vu notre mode de vie actuel, d'arriver à trouver une place à côté de nous, en fait. Je précise avant de terminer ce chapitre qu'une consultation publique avait été organisée, donc elle a été ignorée par le préfet de l'Aveyron. Consultation publique qui s'est avérée très majoritairement sur le non à 95%. Donc faut-il effaroucher les oiseaux? Faut-il mener une campagne d'effarouchage des vautours? 95% des contributeurs de cette consultation ont répondu non. Oui. Après, faut quand même le vautour, c'est encore un animal protégé. Hein. C'est depuis déjà un sacré moment, mais il est interdit normalement de faire quoi que ce soit contre le vautour. Ça inclut évidemment la destruction du vautour, de son nid, de ses aires de reproduction, de ses œufs, de tout ce que vous voulez. Mais ça inclut aussi une interdiction de transport, d'utilisation, de détention, de vente, d'achat, etc. Donc vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Et vous n'avez même pas d'ailleurs le droit de dégrader le milieu dans lequel se trouvent les vautours. Ça aussi, c'est dans la loi française normalement. Donc voilà, l'effarouchement, typiquement, c'est une dégradation de leur environnement en quelque sorte, parce que vous leur dites clairement d'aller voir ailleurs. Je pense que ça rentre sous le coup de cette loi. Après, c'est aux autorités de décider s'ils ont envie de l'appliquer, la loi ou pas, j'imagine. Mais normalement, c'est une espèce protégée. Hein. Voilà. Sophie, on a fini notre chemin de croix. Hélas, c'est la fin de cette... Hélas non. Il y avait beaucoup de... J'ai pas envie de continuer sur l'extraction des espèces, très honnêtement. Moi non plus. Donc on reviendra la semaine prochaine avec, je pense, des super anecdotes à vous raconter sur les oiseaux. Mais avant toute chose, Sophie, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes aventures?
Et ben, généralement sur Twitter et Instagram, @leplumeux, et de temps en temps je publie une vidéo sur la chaîne YouTube Entracte Science. Et pour retrouver le courrier de la Sterne, ça se passe sur toutes les plateformes de streaming, tous les flux de podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, sur toutes les autres plateformes dont j'ai oublié le nom. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube pour la version sous-titrée. Rappelez-vous également que vous pouvez retrouver dans la description l'intégralité des études et des papiers qu'on a utilisés pour cet épisode. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire de YouTube, il est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.